contribuer à changer la mentalité. Bonjour, je suis M. Naguez Abdeslam, je suis président de l'OMDRH, l'Organisation maghrébine de développement des ressources humaines. Je suis par ailleurs universitaire spécialiste en développement des compétences. Aujourd'hui, dans le cadre d'un programme avec l'OIM sur l'intégration des subsahariens dans le domaine de l'emploi et de l'employabilité ainsi que la création de micro-entreprises, le programme qui a pour objet RDPP, nous avons invité nos partenaires pour les informer sur l'état d'avancement des projets ainsi que les mécanismes de sélection des projets et pour pouvoir également valider ensemble la méthodologie, notamment par rapport à ces projets. Aujourd'hui, nous avons été heureux de recevoir parmi nous l'ensemble des partenaires qui étaient là et nous soutenons à ce que ce projet doit être continué à travers la création d'un working space qui aura pour fonction de consolider l'orientation et la formation des subsahariens pour mieux les intégrer sur le plan social, économique, notamment par le biais de la création de micro-entreprises. Merci. Bien. Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous. Vous êtes chez vous. Nous sommes dans l'espace de l'OMDRH Tunisie, sachant que par ailleurs que l'OMDRH a son siège officiel à l'INSAT. Nous avons également des locaux qui sont de ce qu'on appelle d'activité. Entre autres, il y a celui-là, il y a un à Kérouan et puis un autre à Tunis. D'accord ? Donc vous êtes les bienvenus chez l'OMDRH. L'OMDRH, c'est une organisation maghrébine de société civile, ONG internationale, qui regroupe un petit peu l'ensemble des 5 pays de Maghreb, qui sont à la fois la Mauritanie, le Maroc, la Libye, l'Algérie et la Tunisie. Et nous avons, la dernière Assemblée générale, fait une ouverture sciemment, parce que nous croyons que la question de l'espace maghrébin, c'est un espace qui se trouve entre la dynamique nord-sud. C'est dans ce sens que nous avons également des partenaires qui sont Alors, des pays africains, Côte d'Ivoire, Sénégal, des pays du Maghreb, c'est la Libye, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, et des pays dans l'espace méditerranéen, c'est la France, l'Espagne et l'Italie. Voilà. Donc, parce que notre conviction, c'est que la question maghrébine, elle est d'abord une question africaine, et puis la dynamique maghrébine, comme espace, comme les autres espaces africains ou européens, est dans une dynamique nord-sud. Et donc, il n'y a pas de problème propre à un pays, il n'y a pas de solution propre à un pays. Les problèmes et les solutions doivent être conjointement étudiés et puis réfléchir ensemble pour qu'on puisse trouver des solutions qui sont en adéquation avec les droits de l'homme, notamment par rapport à la question de l'immigration bien sûr, mais également avec la mobilité professionnelle internationale. Peut-être que je fais une petite parenthèse pour qu'on soit très clair quel est notre point de départ. Pour l'OMDRH, vu notre expérience depuis le début des années 2000 sur les questions. Aujourd'hui, nous sommes dans une réunion, ce qu'on appelle, où la vérité, ce programme, il devait durer 4 mois ou 5 mois. Mais avec le Covid, la vérité, c'est le Covid où on a travaillé le plus. En termes de contact, en termes de mise en place, etc. Et heureusement, nous avons la partie formation, elle a été déjà achevée. Bon. Et j'entre pas dans les aspects administratifs, financiers, mais pour nous, nous avons réfléchi en disant, voilà, ça c'est une question qu'on considère stratégique. Et donc, on va faire tout, même si ça ne couvre pas tous les aspects, c'est pas ça notre objectif. Et donc, voilà, nous voilà jusqu'au mois de septembre. Donc, le fin de septembre va être la fin officielle de ce programme, de cette activité.
nous avons tenu à chaque fois, à chaque étape essentielle, d'intégrer, d'informer nos partenaires de ce qui se passe, etc. Et aujourd'hui, nous allons vous soumettre les résultats avec les experts des plans, enfin des projets, pour que vous soyez un petit peu au courant de ça, et puis éventuellement décider quelle serait, j'allais dire, la contribution éventuelle. Il faut leur donner aussi cette marge de liberté de l'OIM qui, semble-t-il, pourrait, dans une certaine mesure, vous voyez, quand je parle, avec beaucoup de prudence, de la possibilité de financer quelque part un petit peu pour un petit peu booster ces projets. Donc c'est à vous d'un petit peu, nous avons considéré qu'il faut faire une commission de réflexion, de choix, suite à quoi il y aura une réunion avec, peut-être que certains d'entre vous seront les bienvenus, mais si vous m'adressez, c'est ouvert à ça, ça serait bien, avec l'OIM pour voir un petit peu cet aspect-là. Et le détail, vous allez le voir ensemble. Et enfin, nous vous invitons dès maintenant à une clôture de ce programme, ou avec une journée officielle, où, j'allais dire, Charles, vous prenez les paroles, vous, dès maintenant, un petit peu, pour bien informer le public, et puis aussi les acteurs stratégiques, mais aussi que c'est l'occasion pour les acteurs qui sont impliqués dans ce type de thématique, d'exprimer leur position, mais c'est une manière aussi de faire un petit peu de lobbying auprès de cette démarche, auprès des institutions officielles. Et voilà la démarche un petit peu qui nous reste devant nous. Et peut-être il faut fixer dès maintenant une date de clôture, éventuellement à peu près 2 ou 3 dates, pour que tout le monde soit présent et qu'on puisse un petit peu inviter les... Hein, d'accord ? Voilà, je pense, ce pourquoi nous sommes ensemble. Encore une fois, merci à toute l'équipe qui a préparé tout ça, les jeunes qui sont avec nous. Merci à tous les invités. Et puis, je pense qu'on va passer la parole s'il y a quelque chose à dire. Sinon, Nous avons contribué même à la formation de ces jeunes en matière de législation, surtout qui réglemente l'emploi des étrangers en Tunisie. Ahmed Missaoudi, du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi avant et maintenant c'est le ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle. Donc notre mission dans le cadre de ce projet, c'est d'expliquer la législation en matière du travail des étrangers en Tunisie. Quels sont les textes juridiques et les textes d'application pour réglementer le travail des étrangers en Tunisie. On a présenté cette législation et puis on a présenté notre, système en ligne pour la gestion de la main-d'œuvre étrangère. Donc c'est un système qui a été mis en ligne, c'est un système interactif aussi qui permet aux étrangers et aux entreprises d'avoir un compte dans notre système en premier lieu et puis de faire leurs demandes en ligne, de télécharger les documents en ligne et de suivre les demandes en ligne. Et c'est un système qui permet de leur présenter quels sont les documents à fournir par catégorie. C'est un guide qui est mis sur le site web du ministère. Donc c'est une tâche qu'on a accomplie dans le cadre de ce projet. Et puis on a participé à l'accompagnement des jeunes pour la création de leur projet. On leur, premièrement, surtout pour les Tunisiens et pour les étrangers qui sont en Tunisie. On a expliqué toute la réglementation et les procédures pour, disons, régulariser leur situation en créant un projet ou en
en intégrant un emploi salarié. J'ai accueilli plus de 3 jeunes qui ont eu le permis de travail, étant donné qu'ils ont créé leur propre, disons, projet. Donc nous sommes là pour déblayer toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées par ces jeunes-là. Et je dis bien que ce projet ne doit pas s'arrêter à cette phase, mais il doit continuer même à travers d'autres projets pour accompagner ces jeunes et surtout travailler. Nous avons travaillé même avant avec l'OMEDRH, surtout dans le cadre du projet STAR, pour vous rappeler, c'est Neguez qui a donné aussi des résultats satisfaisants en matière d'accompagnement des jeunes tunisiens pour créer leur propre projet. Je rappelle, l'objectif global, c'est que de démontrer et de montrer que l'intégration dans des espaces migratoires est possible. Tout à fait. D'abord. Possible lorsqu'on respecte un petit peu les procédures et lorsqu'on change d'éthologie. On n'est plus demandeur de l'aumône ou de l'aide, mais on est porteur d'une dynamique. Et ça nécessite également un travail, un support, une certaine, j'allais dire, un soutien pour montrer que c'est possible à travers mon travail, à travers ce que je peux avancer, que je peux m'intégrer, et c'est mon droit. À condition que je respecte les législations en vigueur et qu'on pourrait éventuellement les faire évoluer, mais ensemble, entre les pays, Et la société civile, elle est là pour à la fois faire pression, en termes dans le sens positif, mais également montrer les voies, montrer ce qui est possible de faire. Voilà dans quel cadre on s'inscrit et nous tenons à ce que ce projet, vous allez tout à l'heure discuter, nous avons une idée pour que ce projet se poursuive. En matière de création et gestion d'entreprise, donc on a essayé pendant la formation de vraiment d'allier le théorique et la pratique, et on a essayé d'intégrer le plus maximum possible de ressources, les personnes ressources qui peuvent par la suite donner de la valeur ajoutée par rapport à ces entrepreneurs, à ces futurs entrepreneurs, pour pouvoir un petit peu d'abord appréhender le domaine de la création d'entreprise, la gestion de projet, tout ça, et par la suite aussi d'être conscient que le parcours de réalisation d'une entreprise en Tunisie, c'est pas assez facile, il demande même des compétences personnelles, des compétences professionnelles pour pouvoir réaliser ça. Ça, c'est de 1. Aussi, par rapport à la surprise, nous étions un petit peu bousculés avec le Covid-19, qui a un petit peu fait changer la donne par rapport au tempo, le rythme de réalisation et même par rapport au délai. Alors, le gouvernement tunisien, comme tous les gouvernements du monde entier, ont pris des mesures sanitaires qui ont fait vraiment retarder un petit peu, ralentir ce parcours. C'était pas évident pour nous parce que alors il y avait toute une transition vers le virtuel, vers le numérique qui n'était pas assez pertinent, parce que là on dit alors qu'il faut par exemple procéder par l'enregistrement de l'entreprise via une plateforme. La plateforme, une fois elle marche, une fois elle marche pas. Plusieurs fois. Une fois elle nous donne l'accès, une fois elle ne donne pas l'accès. C'était vraiment un parcours de longue haleine. Même par rapport pour consulter les administrations, on a pu faire ça qu'après, à partir du 1er juin, où il y avait le déconfinement un petit peu progressif et tout ça, et même avec toutes les restrictions qui ont été mises en place, de recevoir une par personne, de ne pas trouver tous les personnels, les cadres qu'on pourrait vraiment avoir un petit peu du conseil, de l'aide sur le même terrain. Donc on a dû vraiment réaliser des visites avec les porteurs de projets pour les administrations 1, 2, 3 fois pour pouvoir vraiment collecter un petit peu tous les documents, toute la documentation nécessaire pour pouvoir vraiment se lancer dans la création juridique des entreprises. Aussi pour la collecte du devis, pour finaliser les études de faisabilité, tout ça, c'était pas évident aussi, même par rapport aux fournisseurs, parce que là nous sommes en train aussi, entre autres à travers ce projet, nous sommes en train de changer
nous sommes en train de contribuer à changer une certaine mentalité, un certain relationnel avec les migrants africains qui sont installés ici en Tunisie. Nous sommes en train de contribuer à créer un climat de confiance, un nouveau relationnel, pour dire là, ce sont des nouvelles compétences qui pourraient vraiment donner de la richesse à l'actualité tunisienne, quel que soit sur le plan social, économique ou culturel. Donc, pour pouvoir aussi réaliser, finaliser les études de faisabilité, ce n'était pas évident. Donc, et sincèrement, nous sommes très fiers, parce que sur le plan pratique, ce n'était pas évident du tout de pouvoir réaliser. Nous sommes dans un stade où il y a des projets qui ont été créés légalement, juridiquement, qu'on a vraiment fait les statuts, la déclaration, la patente et tout ça, même avec les promoteurs, parce qu'au moment de la formation, on n'a pas vraiment été très conscient que le fait d'aller à la banque pour pouvoir avoir l'attestation, aller à la domiciliation, l'API, le ministère du Commerce, et chaque administration a ses propres règles du jeu, a ses propres normes de travail qu'il faut les respecter. Donc, même avec les promoteurs, nous sommes très fiers parce qu'on a pu vraiment avec eux. Eux, ils ont bien compris que ce n'était pas évident, même pour les promoteurs tunisiens. Ce n'est pas que pour les promoteurs africains. C'est une actualité qu'on les partage tous, que vraiment la création d'entreprises en Tunisie, c'est vraiment un parcours qui nécessite, et même qui nécessite des potentialités personnelles, vraiment d'avoir le temps, d'avoir vraiment la persévérance pour vouloir vraiment aller jusqu'au bout et réaliser son projet. Et sur le plan aussi professionnel, qu'on a pu vraiment et qu'on a voulu essayer à travers la formation de leur donner tous les éléments pratiques pour pouvoir vraiment comprendre comment créer et gérer une entreprise, surtout sur le plan financier et juridique. Les mêmes difficultés, nous avons d'autres projets, notamment avec l'OTE, l'ANITI, les ministères, notamment l'Union européenne, à travers ce qu'on appelle l'immigration de retour tunisien. C'est les mêmes. Nous, par an, on crée presque, on aide à la création entre 40, au moins une quarantaine de micro-entreprises. Donc, dans le cadre de cet accompagnement par an, un peu partout en Tunisie. Un bureau de service dans l'événementiel, voilà, exactement. Léontine et Eric, un atelier de couture. Innocente, c'est une unité de coiffure et esthétique. Tivoli et Alice, un restaurant dans la restauration africaine. Bawa aussi dans la coiffure et l'esthétique. Monsieur Mahdi Haïdar dans la bijouterie. Madame Doha, c'est un centre d'esthétique aussi. Et Madame Nedra ou Zied, c'est le coworking space qui sera créé pour le service des startups, notamment africains. Donc c'est un peu ça une idée sur la nature des projets. Ouais. Ce sont des projets, comme vous pouvez remarquer, que ce sont des projets qu'on a voulu vraiment allier les projets pour les compétences qualifiées qui ont finalisé leur parcours universitaire. Et exactement. Aussi, il y avait des projets artisanaux pour ceux qui ont vraiment une qualification professionnelle. Et donc, on sait que les problèmes, il ne faut pas se leurrer, le problème, ce n'est pas propre aux subsahariens, non, même pour les Tunisiens, ils trouvent les mêmes difficultés, les mêmes procédures. Les générales. Mais avec les subsahariens, notamment nos amis africains, c'est plutôt les papiers. C'est-à-dire que lorsque le monsieur n'a pas de passeport, ou le passeport périmé, ou si l'ambassade ne lui donne pas ce qu'il faut, etc., c'est impossible à gérer. Et on ne peut pas aller au-delà de ce que l'administration exige. Il y a des choses qui sont objectivement, on ne peut pas. C'est un mur, on trouve devant nous, que ce soit pour un Tunisien qui n'a pas un passeport ou une carte d'identité, il ne peut rien faire.
Salut à toutes et à tous. Donc, je suis Aboudi Yassine, donc je travaille à l'Office tunisien étranger, je suis délégué régional de Belarus. Moi, j'ai travaillé donc, dans ce projet-là avec le MDRH, comme étant formateur. Donc j'ai formé une session donc, pour le leadership. Je suis content d'être parmi ce comité-là. Et je suis content aussi que même nos confrères africains donc, qui habitent ici en Tunisie donc, peuvent avoir leur propre projet et tout. Et ça commence bien. Et j'espère que ça pousse pour d'autres étrangers, que ce soit africains, que ce soit d'autres nationalités, avoir leur propre projet ici en Tunisie et même essayer même d'améliorer même l'économie tunisienne aussi bien que même en Tunisie ici, même aussi dans leur pays d'origine. Et à vos devoirs donc encore une fois et à bientôt. Merci. J'étais avec vous comme formateur pour le groupe des 300 et des 7. Moi j'ai que les projets ce sont normalement c'est moitié-moitié, c'est-à-dire entre un Tunisien et un subsaharien qui vont faire un projet, c'est-à-dire un projet, il regroupe un Tunisien avec un subsaharien. Maintenant, je vois qu'il y en a des subsahariens directement qui ont fait des projets, des Tunisiens seulement qui ont fait des projets. Pour moi, c'est un peu la diversité, c'est-à-dire le projet, c'est-à-dire faire travailler donc, les Tunisiens avec le subsaharien, même pour le problème, c'est-à-dire pour les problèmes administratifs et tout, pour la création de projets pour un subsaharien qui travaille avec Tunisien. C'est plus facile qu'un subsaharien pour offrir même son propre projet, donc juste pour laisser la base. Lors de ce travail, nous avons aussi découvert qu'ils sont plutôt dans le domaine de l'artisanat, qui n'ont pas eu des diplômes, etc. La psychologie, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise, ni avec l'administration, ni devant, j'allais dire, l'espace dans lequel ils sont. Et ça se comprend. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas, à tort ou à raison, lorsqu'on a le sentiment qu'on est mis à l'écart, on a du mal à aller vers l'autre et lui faire confiance. Et vice-versa. La question, elle est aussi dans les deux sens. C'est la psychologie sociale, si vous voulez. Hein. Donc, il y a cet aspect-là qui est inhérent à la spécificité de la population. Hein. Donc, c'est quelque chose de stable, de structuré, n'est pas conjoncturel. Deuxièmement, on a eu aussi, on a voulu dès le départ pour qu'il y ait ce matching. Ici, ce matching n'a pas fonctionné. Et Dieu sait combien, moi personnellement, et tous notamment Sissou, Madame Sola, etc., les païens, les experts, nous avons fait tout pour que les choses se fassent dans ce matching. Ça n'a pas marché. Même si on met les Tunisiens ensemble, c'est pareil. Donc, il ne faut pas non plus regarder la couleur de la peau pour distinguer qu'il y a ceci et tout cela. Non, ce sont des choses qui se partagent, qu'on partage, et qu'il ne faut pas non plus, s'il y a des gens qui objectivement doivent être faits ensemble, mais ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Et ça, on le trouve tous les jours en Tunisie ou ailleurs, ou dans tout le monde entier. Mais là, les sociétés qui sont les plus avancées, les plus, ce qu'on appelle, ils sont dans une logique de construction collective et de l'intelligence collective, ils ont compris. Oui. On travaille aussi en collaboration avec ce média. Donc Afroplanète, c'est un média qui fait dans l'accompagnement qui promouvant, on va dire, la culture, le sport, l'éducation, l'entrepreneuriat, comme vous pouvez le remarquer sur l'affiche aussi. Et dernièrement, on a fait un documentaire sur la crise migratoire qui a suivi avec une conférence en ligne où on avait l'occasion d'inviter M. Magazi. Et c'est par ce canal que je l'ai connu. C'est d'ailleurs très bien cette émission en ligne. Donc on a eu à parler de la crise migratoire, les différents défis à relever pour la population africaine qui ne cesse de prendre, on va dire, du désert, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités sur le continent africain. Donc c'était un peu ça l'objet de la conférence en ligne. Et pour aujourd'hui, donc je salue d'abord l'initiative. C'est très bien d'encourager les jeunes migrants aujourd'hui à entreprendre
parce que l'avenir ne se trouve, l'Eldorado ne se trouve pas ailleurs, c'est nous-mêmes qui devons construire l'Eldorado, c'est nous-mêmes qui devons être auteurs de notre réalisation et non pas seulement des simples consommateurs comme vous l'avez dit tout à l'heure. On doit aussi être des acteurs dans la société, poser aussi des actions qui pourront bénéficier aussi aux générations futures, c'est très important. Donc pour aujourd'hui, j'ai quelques questions par rapport à votre, on va dire, à votre projet, voilà. Donc quels sont les critères en fait de sélection des jeunes migrants qui veulent entreprendre et comment ils bénéficient, on va dire, de vos accompagnements, sinon de vos aides? C'était avec la Maison Jeune, avec Terre d'Asile, avec Caritas. C'était aussi avec le ministère de la Jeunesse et du Sport, notre cher collègue M. Alfaoui. Donc c'était en partenariat, on a partagé ça avec tous les acteurs qu'on a estimés impliqués dans la gestion de cette question des migrants subsahariens et tout ça. On a développé, exactement, donc on a développé certains critères, comme a dit M. Nagazi, nous étions vraiment pas trop exigeants par rapport aux critères de sélection. Donc si je pourrais partager avec vous ça, donc c'est être âgé entre 20 et 35 ans en général, avoir une idée de projet bien cernée avec un descriptif ou une micro-entreprise existante à développer. Donc avoir la volonté d'entreprendre et la capacité de réaliser son projet. Et d'ailleurs on a intégré cet élément qualitatif dans la fiche aussi d'évaluation de projet. Avoir une expérience préalable dans le domaine d'activité. Ça, c'est pour éviter un petit peu le fait d'être obligé de suivre une formation professionnelle spécifique pour vraiment chercher l'adéquation entre le profil et l'idée de projet. Donc, s'engager à être disponible durant toute la formation. Juste un petit rappel ici, la formation qu'on a présentée à ces jeunes, c'est une formation qui est reconnue à l'échelle internationale, c'est le Build Your Business. Donc c'est un parcours de formation exigé en 60 heures et l'assiduité, la présence, elle était très importante pour valider ce parcours. Donc, et comme a dit M. Nagazi, M. Sola et Mme Sola, sincèrement, ils étaient présents, ils étaient là. On a voulu, d'une manière participative, alors on a dressé l'emploi de la formation ensemble parce que certains d'entre eux, ils ont des travails, des engagements professionnels et tout ça. Donc, un grand merci aussi à la Maison de Jeune d'El-Kiram parce qu'elle était vraiment très flexible par rapport à ça. Donc on a organisé pendant un mois, pendant le week-end, jeudi, vendredi, samedi. D'accord? Donc c'était dans cette optique-là pour prendre en considération leurs engagements dans leur vie quotidienne, leurs engagements financiers, et par la suite nous pour pouvoir aussi valider, parce que s'il y a un taux d'absentéisme qui va dépasser les 30%, ils n'arrivent pas vraiment à valider cette formation. D'accord? Ça c'était juste un petit point par rapport à la formation qu'ils ont eue pendant au cours de ce projet. Et finalement donc c'est vraiment l'équilibre genre, les pays d'origine, la nature de motivation et l'engagement. Donc c'était très important aussi d'avoir vraiment cette divergence par rapport à leur pays d'origine, l'équilibre entre femmes et hommes, tout ça. Donc c'était ça les principaux points qu'on a pu vraiment mettre en œuvre, mettre en place pour pouvoir réaliser ce processus de sélection. D'accord? Merci. Y compris. Je suis Hayat Ansib de l'association ALDA, l'association pour le leadership et le développement en Afrique. Donc aujourd'hui, nous étions invités par l'OMEDRH pour la réunion par rapport à l'accompagnement des entrepreneurs, des porteurs de projets subsahariens pour l'inclusion socio-économique des migrants et les aider à avoir des financements pour lancer leurs projets. Pour les projets qui ont été établis, c'est qui est responsable de financement? Est-ce qu'il y a des financements pour les projets ou bien vous faites juste la formation et... Dans quelle mesure, en concertation avec l'ensemble des intervenants, dans quelle mesure pourrait être fait et le résultat de notre discussion va être transmis à l'OIM et ça va aussi donner un point plus pour qu'ils contribuent, pour convaincre aussi leurs services financiers de contribuer à ces projets. Ceci dit, il n'y a pas d'autre soutien classique qu'on connaît.
Mais je pense qu'en termes de lobbying, en termes de soutien, voir dans quelle mesure l'Union africaine ou la Banque africaine ou j'allais dire d'avoir une ligne budgétaire à partir de 21, etc., pour consolider ce type de projet. Voilà, même si on ne le fait pas maintenant, c'est une idée qu'il faut défendre ensemble. Et de dire, voilà, c'est possible pour la Banque africaine de booster, j'allais dire, comme elle booste un petit peu les entreprises tunisiennes, des initiatives dans le cadre d'un projet structuré, etc., avec un mouvement de partenaires qui sont solides, avec des gens compétents, et on va se mettre éventuellement des choses de ce type-là, quand on sait qu'on ne va pas dépasser 5 000, 10 000 dinars, c'est rien du tout, c'est 3 000 euros, 3 000 euros, ce n'est même pas 5 000 dans un hôtel. C'est ridicule pour sauver des personnes, pour donner une dynamique et des familles, et pour donner de la dignité et respecter les êtres humains et leur donner, j'allais dire, le droit de vivre, le droit de s'installer et de ne pas être toujours dans la panique d'être demain éjecté quelque part. Voilà. Donc je disais dans le financement, vous avez dit que vous ne pouvez pas par exemple dépasser certains seuils par rapport à la portée du projet. Est-ce que vous le faites aussi dans la réorientation par exemple de ces jeunes-là qui ont des projets? Est-ce que vous ne les recadrez pas par exemple pour améliorer le projet de telle sorte que parfois ils n'ont pas assez d'expérience pour, on va dire, mettre en valeur la grandeur du projet? Parce qu'il y a des jeunes par exemple qui ont des projets prometteurs mais qui ne les vulgarisent pas bien. Et parfois, quand on regarde à première vue, on ne remarque pas que le projet est assez important. Mais si on les recadre et on essaie d'ajuster et d'ajouter certains... Ça, le coworking space, on a discuté ensemble, le soutien qu'on va amener, c'est pour booster. Exemple, on a vu. Il y avait quelqu'un qui est dans le domaine de la couture. Il y avait un artiste aussi qui est, ça se voit dans le sac, dans les chaussures, etc., qu'il a marié des choses extraordinaires. Moi, j'aime bien ces gens-là. Je dis, mais pourquoi vous ne le faites pas ensemble? Il y a quelqu'un qui a le goût, qui a le... C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé, mais il faut qu'on travaille dans ce sens, de valoriser la production et de valoriser ce matching avec d'autres. Et il faut sécuriser les gens. Parce que les gens ne sont pas... Ils disent, oui, mais si je fais ça, il va me piquer mon idée, etc. Ils ne sont pas dans une logique d'évolution positive. Ils sont plutôt dans une logique de renfermement. Moi, j'aimerais aussi qu'on essaie d'ajouter, par exemple, dans les recommandations, un suivi pour les personnes qui ont été sauvées, par exemple, dans la Méditerranée et qui reviennent aussi de la Libye, du désert aussi. Je prends exemple pour la jeune fille dans le documentaire qu'on a réalisé sur la crise migratoire, qui a subi des affres en Libye, qui a été réintégrée ici en Tunisie. Elle a d'abord eu au départ un emploi, mais au fil du temps, l'emploi n'était pas très stable et donc elle s'est retrouvée encore dans la marginalité. Oui, dans la marginalité. Et pour ces personnes, comme vous disiez tout à l'heure, que ce n'est pas toutes les personnes qu'on va accompagner dans la création de projets. Forcément, on va dire des projets vraiment, on va dire, en bonne et due forme, comme on l'a signalé tout à l'heure. On peut accompagner ces personnes d'une manière, on va dire, différente, comme vous avez dit, à travers des petits projets qui ne nécessitent pas forcément une légalisation juridique, en fait. Je pense qu'il faut, dans cette idée de continuité, il faut d'abord rester sur la voie, les rails officiels. C'est ça qu'il faut, que ce soit pour la création d'entreprises, etc. Mais un soutien aussi psychologique, un soutien social nécessaire, comme c'est pas pour rester là-dedans, nécessaire pour le ramener, pour le faire évoluer. Exactement, en fait, vu que lorsqu'ils sortent par exemple de la Libye, du désert, psychologiquement, il faut qu'ils soient stables même pendant 1 ou 2 années, voire même 3 ans, parce que ce sont des personnes qui ont subi vraiment des atrocités. Vous pouvez regarder le documentaire sur Afroplanète. On a fait ce documentaire là, le témoignage est assez choquant. Il est très vraiment. On a même flouté son visage pour ne pas porter atteinte à son intégrité.
déjà qu'elle a déjà vraiment été... On est dans psychologique. Donc, Hayet Sola, formatrice coach, membre de l'OMDRH. On a procédé pour ce programme avec l'OIM et mise en exécution par l'OMDRH. La formation d'un groupe subsaharien et tunisien dans le cadre de la création de leur projet, leur insertion économique, surtout pour les subsahariens, dans l'insertion économique et sociale. Donc il y a eu la formation pendant un mois, 3 jours pendant une semaine, chaque semaine 3 jours. Donc après il y a eu l'accompagnement et le coaching pour la finalisation des projets de chaque promoteur. Il y a eu l'accompagnement aussi dans les administrations tunisiennes, surtout pour finaliser leurs dossiers auprès de l'API, auprès de la direction régionale de la formation professionnelle pour quelques-uns, pour avoir la qualification professionnelle, surtout s'ils viennent des centres de formation privés. Donc on exige l'attestation de qualification. Aussi auprès de la direction régionale de commerce, le ministère de commerce, pour avoir l'attestation de commerçant, la carte de commerçant, pour surtout nos amis étrangers, subsahariens. On a eu quelques difficultés pour tout ce qui est administratif au niveau des papiers de quelques-uns des projets. Et voilà, donc maintenant on est au stade de la finalisation de ce projet. Il y a eu la préparation de tous les dossiers. On est en train de les accompagner pour avoir le financement auprès des sources de financement, et j'espère la réussite et la durabilité de leur projet et leur intégration surtout en Tunisie. Il y a des drames humains, il y a des drames qu'on n'a pas respectés. J'allais dire que ça ne concerne pas que les subsahariens. Il y a des gens de l'Asie, il y a des gens d'Afrique, il y a des gens, etc. Il y a aussi de la Syrie, il y a de l'Irak, il y a tout, il y a aussi de l'Europe, ailleurs, etc. Donc, les drames, ce sont des drames. Les hommes sont des hommes, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un petit peu autant que cela est possible? On ne va pas résoudre le problème du monde, mais on va essayer de contribuer à montrer le chemin, que c'est possible, mais aussi donner une dynamique, d'être ensemble pour un petit peu générer quelque chose de positif. Voilà. Je suis Zara Khanen, directrice Maison John Le Cram. On a commencé pour sélectionner des jeunes tunisiens qui ont un défi ou bien un rêve de créer leur propre entreprise. Ça s'est passé pendant un mois à la Maison John Le Cram avec formateurs, avec des jeunes subsahariens. L'ambiance était vraiment une ambiance très chaleureuse, on dirait une famille. On a travaillé sur plusieurs volets, comment créer un mini-projet. Après, aujourd'hui, je suis là pour, comment dirais-je, après tant de mois, on a attendu ce jour-là pour voir la faisabilité et la création de ces mini-projets. Par exemple, moi, comme directrice, je suis fière qu'une jeune de la Maison John Le Cram Zoha, elle a eu, c'est-à-dire le financement pour son rêve de créer son propre salon d'esthétique et de coiffure. Aujourd'hui, on a parlé avec M. Nagezi sur, c'est-à-dire une petite évaluation en plus pour d'autres horizons et pour parler de la journée de clôture qui va se passer au début du mois d'octobre. Pour cette expérience, c'est une expérience pour moi comme directrice très enrichissante pour voir les méthodes de travail, les formateurs, pour encourager nos jeunes, pour être, c'est-à-dire
le dynamisme avec le groupe des Africains et les relations et l'impact qui a resté avec ces jeunes-là. C'est ça dont je me suis très fière. Et merci beaucoup. L'impact de votre projet et notre modeste collaboration, mais surtout ce qui est resté jusqu'à maintenant, lorsque je parle avec nos jeunes de la maison de jeunes, l'impact et la relation qui a duré avec nos jeunes africains, parce que c'est ça ce qui compte pour moi. Pour vous, c'est vrai, vous faites un très grand travail, c'est-à-dire créer les entreprises avec eux, mais pour moi aussi ce qui compte, lorsque j'entends par exemple Jet Kelly qui parle avec Tivoli, pendant le corona, il y a des groupes où se sont inclus avec eux, c'est-à-dire ça pour moi, ça m'a beaucoup touché, oui, la chaleur familiale. Devant les chiffres, devant vos compétences, vraiment chapeau bas pour vous, madame, pour vous, monsieur, pour toute l'équipe.